Bon. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de nos acteurs alchimistes. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir à la maison Aziz. Aziz, c'est quoi ton nom de famille? Taouzari, Merci. d'origine suédoise. Oui, c'est ça. J'allais dire Aziz le Suédois. Alors, je vais te présenter rapidement. Donc, Aziz, j'ai eu la joie de le rencontrer dans un séminaire pour entrepreneurs. Et bah, il y a eu comme une évidence. Voilà, c'était comme deux zèbres qui se retrouvaient dans une assistance blindée de gens. Et c'était en 2017. Ouais. Voilà. Et depuis, eh ben, j'ai la joie de suivre le parcours d'Aziz et bah, sur les réseaux sociaux notamment, avec beaucoup de curiosité, toujours beaucoup de joya, comme je dis souvent. Et j'ai eu envie eh ben, de l'interviewer parce que, notamment, il est sur un projet merveilleux qui me tient beaucoup, en tout cas à cœur personnellement, et que j'ai envie de mettre en lumière au travers de cette interview pour avoir des soutiens, parce que tu en as besoin. Oui. Voilà, et on en reparlera dans la deuxième partie de cette interview, parce que j'aimerais d'abord qu'on parle un peu plus de toi et qu'on apprenne un peu à connaître qui est Aziz et pourquoi est-ce que, pour moi, tu fais partie de ces acteurs alchimistes, de ces personnes qui sont inspirantes, qui sont un peu fous, un peu outsiders, qu'on a envie de suivre justement, qui sortent des sentiers battus et qui vont bah, au bout quelque part de leur, un peu de leur folie aussi, quoi, ce que j'appelle la folie d'être soi. Alors, Aziz, tu n'as pas encore beaucoup parlé, mais ça va venir. Euh, Dis-moi, Aziz, d'abord, c'est quoi pour toi être un acteur alchimiste? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout d'être derrière la barre de sa vie. Donc, en fait, quand on grandit, on croit suivre nos propres choix de vie, mais en fait, elles sont conditionnées souvent par l'éducation, la culture, nos parents et un tas de choses. Et d'être singulier, de se faire totalement confiance et d'aller direction la brume, mais c'est cette brume qui t'appelle. J'ai l'impression Hmm. que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui écoute vraiment la voix de son cœur. Et peu importe ce qu'on peut penser de lui, en fait, il va au bout de son objectif, au moins une partie de ses objectifs de vie, pour Hmm. aller tendre vers une vie qui te ressemble, peu importe le chemin que tu entreprends, que ce soit à ton compte, pas à ton compte, Tout à c'est pas le plus fait. important, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est le chemin ce que je dis souvent du charisme, celui du charisme du cœur qui t'amène Mm. vraiment à être sur cette voie-là. Et la part donc alchimiste, c'est le fait de transformer. Comment est-ce que tu en es arrivé? Tu as toujours été comme ça, en fait, aussi confiant, parce que quand on t'écoute, on se dit, waouh, en fait, il sait où il va, même s'il y a de la brume, mais il y a une certaine confiance en soi pour faire tout ce que tu as fait. D'ailleurs, après, on va en parler, parce que c'est quand même assez dingue tout ce qu'il a fait. Bah justement, c'est ça le paradoxe. J'ai pas Mm. spécialement une grosse confiance en moi. Par contre, j'ai une grosse confiance en la vie au sens où, de toute façon, peu importe le chemin que tu vas emprunter, alors je parle pas de ceux qui vont emprunter 1 million d'euros sur un pari, mais je veux dire, qu'est-ce que tu Mm. risques au final? Mm. Dire, tu risques pas grand-chose. On a souvent peur de décevoir les autres, donc on vit à travers le regard des autres. Mais en soi, en fait, quand tu t'en fous de l'entourage, bah, en fait, quand il n'y a que toi, qu'est-ce que tu risques à prendre la direction que tu as envie de prendre pour toi? En fait, tu risques pas grand-chose. Et moi, je me suis rendu compte que en fait, ton meilleur allié, surtout quand tu manques de confiance en toi, en fait, c'est la prise de décision. En fait, c'est de prendre une décision, de l'acter et d'y aller. Là où c'est compliqué, c'est quand tu as une idée de là où tu veux aller, mais que tu ne prends aucune décision pour y aller. Donc, du coup, tu restes sur place et le fait de rester sur place, ça te fait hésiter. Du coup, tu doutes encore plus de toi. Du coup, tu n'y vas pas parce que pour un tas de raisons. Mm. Et pour moi, en Tu fait, trouves d'ailleurs, tu oui, trouves mais on toujours finit, de toute des. façon, celui qui ne veut pas faire trouvera toujours une excuse. Mais à partir du moment où tu prends une décision, que tu t'y tiens et que tu y vas, sans savoir si cet objectif va être atteignable ou pas, c'est là où tu trouves le plus de satisfaction. Et indubitablement, en fait, tu finis par arriver, par atteindre tes objectifs parce que si tu n'y arrives pas dès le premier coup, Mhm. tu as ce qu'on appelle l'expérience et de fil en aiguille, en fait, ça t'amène là où tu veux aller. Enfin, dans mon cas, Ouais. c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. J'ai pris une décision, j'ai pas cherché midi à 14 heures, c'était pas parfait. Et bien au Mm. contraire, si tu attends la perfection, en fait, tu n'y vas pas non plus. Et au final, en fait, tu ajustes tes voiles et donc du coup, tu affines de plus en plus ton projet. Moi, je sais que par exemple, quand je fais des posts, j'ai une fulgurance, j'envoie mon post et bon, il te faute.
Il est bourré de On fautes. s'en fout, je le balance et en fait, je le relis, puis je corrige au Au fur et à fur et à mesure. mesure. Moi aussi, ça m'arrive souvent dans mes posts sur les réseaux et je me dis, ah, il y a plein de coquilles. Mais oui, par fulgurance. Oui, c'est pas grave. Tu peux réajuster, tu peux Hmm, recorriger. En fait, tous les projets mhm. peuvent être au fur et à mesure rectifiables. On peut peaufiner au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut se jeter à l'eau à un moment ou à un autre. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette notion de fulgurance? Bah, en fait, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai une Hmm, idée qui vient, je sais pas d'où elle vient. Elle est nette pendant ouais. quelques secondes, et si je la transcris pas, si je l'écris pas quelque part, en fait, j'ai comme un trou de mémoire. Je suis incapable de me rappeler Ouais. ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai eu cette idée et pour quelle raison. Et en fait, la plupart de mes projets, c'est comme ça. J'ai une idée, je sais pas d'où ça vient, Hmm. je le note, et puis j'y vais. Puis on voit au Alors, ça fur et vient à du chant mesure. quantique, hein, moi je vous le dis, hein, voilà, allez creuser par là. Et c'est donc la fulgurance. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien creuser dans les espaces révélateurs, c'est vraiment la révélation. Tu vois. Donc la Hmm. fulgurance, c'est ça. Ouais, une forme de C'est révélation, ouais, effectivement. d'un coup, tu dis, et cette révélation va te mettre en action. C'est là où tu vas être un acteur, en fait. C'est vraiment la quintessence, si tu veux, des révélateurs et du mouvement que je suis en train vraiment de lancer dans cet état d'esprit. De se dire, mais faisons confiance à cette fulgurance. C'est beau, non? Hmm. Faisons confiance à notre fulgurance. Ça, c'est un beau slogan. C'est l'expert en com qui parle. Bon, alors, c'est génial parce que du coup, c'est là où on se dit que quand je vous dis qu'on active une certaine folie, en fait, parce que on va rentrer dans le détail, mais moi, une des scènes qui me paraît complètement folle, et j'en ai parlé avec toi tout à l'heure pendant le déjeuner, quand je me rappelle d'un de tes périples, parce que donc, tu as fait plusieurs périples, on va appeler ça comme ça. Alors, tu les appelles Mhm. comment, toi? Des expéditions? Ouais, des aventures. Des aventures, ouais, j'adore, c'est ça. Et donc, il y en a eu combien en tout, là? Bah, il y en a une qui a duré 8 mois, c'était la première. Ensuite, il y en a une qui a duré un mois lorsque j'étais parti rejoindre ma fille à Metz. Et puis l'été Hmm, dernier, c'était un peu plus, ouais, c'était 2 mois en direction de Maroc. c'est ça. Donc là, on en est au chiffre 3. Et bon, moi, les numéros, les chiffres, c'est super important parce que tu as déjà fait 3 voyages initiatiques Ouais, on dans peut ton dire ça. parcours d'alchimiste. Mm. Donc là, tu t'apprêtes à faire un quatrième voyage et qui a encore une autre dimension. Et on va en parler après. Ouais, Hein? c'est vrai. Super intéressant aussi de voir comment est-ce que, en fait, quand on sort des sentiers battus et qu'on, du coup, on se retrouve à être dans des voyages ou des aventures alchimistes. Alors toi, pour le coup, c'est vraiment un voyage, c'est vraiment des voyages. Mm. Mais ça peut être d'autres choses, bien sûr, dans nos vies. Ça peut être le fait de trouver un nouveau boulot et du coup, il va nous apprendre tellement que du coup, bah voilà, ça nous amène à encore grandir, nous développer, etc. Et alors, ces 3 voyages, est-ce que tu veux bien nous en parler? On va commencer par le premier, celui le premier, ouais. Ouais, ça c'était bah, en fait après une carrière au sein des armées, j'ai passé 18 ans à l'armée, et vient toujours la question fatidique, c'est d'une, quand est-ce que j'arrête, et de deux, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'être en post-bac à me demander ce que je vais faire de ma vie après. Donc, j'avais aucune idée. Donc comme je ne savais pas ce que j'allais faire, du coup j'ai posé le problème inverse, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie? À Hmm. défaut de ne pas savoir quelle orientation. Donc du coup j'ai pensé à ma fille qui vit dans l'Est avec sa maman. Mhm. Je me suis dit, il me faut un boulot qui me permette de voir ma fille quand je veux. Donc, d'être Ouais. assez Ouais. mobile. Ouais. Puis de fil en aiguille, c'est l'informatique qui est venue, même si j'y connaissais rien à l'époque. Mhm. Et deuxièmement, j'avais besoin de faire un travail sur moi parce que j'ai été passé par une phase de divorce, de dépression, de psy, etc. Et tout ça, en fait, pour ma part, ça ne m'aidait pas beaucoup. Donc les Hmm. psys, ça n'a jamais été une réponse à mon mal-être de l'époque. Mais ça n'engage que moi. Hmm. Et puis à ce moment-là, je m'étais beaucoup documenté sur les récits d'aventure, les films d'aventuriers, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est Hmm. la meilleure façon de se retrouver, c'est de se perdre. Et du coup, c'était l'idée venue comme ça, c'est faut que je parte. Où, quoi, comment, j'en sais rien. Donc je lis un livre de Sylvain Tesson, un aventurier qui avait retracé, il a fait toute une enquête sur les évadés du Goulag au camp 303, et qui sont Mhm. partis du Goulag, qui sont évadés pour rejoindre l'Inde à l'époque, qui était un comptoir anglais, donc pour retrouver leur liberté. Moi, j'ai trouvé ça l'image très forte, au sens où Hmm. il y a eu des morts quand même sur ce périple, sur cette expédition, et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, c'est partir dans une contrée
où j'ai aucun repère culturel Mmh. ni religieux, en fait, où j'avais aucune attache, où mon ego, mon moi profond ne pouvait s'accrocher sur rien parce que souvent, qu'on ne veut pas faire, c'est on se rattache à un confort matériel ou autre. Et puis le cerveau est feignant, quoi. Lui, il va prendre les raccourcis qui sont le plus faciles. Et pour pas lui donner de grain à moudre, bah, c'était d'aller là où il n'avait aucun repère. D'accord. Et Mmh. c'était une façon de représenter ces évadés du goulag comme moi, ma prison personnelle, où il fallait que j'en sorte et il fallait que j'en sorte à travers cette aventure. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois loin de ma famille, de mes amis, de toutes ces personnes qui, d'une certaine façon, te veulent du bien, mais pas, parce qu'ils te donnent des conseils à travers leur vision et donc du coup leurs limites. Et on a tous des limites Mmh. et des points de vue différents. Donc en me détachant de tout ça, en fait, il ne restait plus que moi. Et moi, donc je devais me faire confiance, j'avais pas le choix. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, je suis parti effectivement en septembre 2018 de Russie euh, pour rejoindre en fait à travers une boucle le Népal. Donc j'avais passé pas mal de jours à tracer un itinéraire de bout en bout de mon point de départ au lac Baïkal pour atterrir à l'origine à Calcutta en Inde. Sauf Mmh. que bah, arrivé à la frontière mongole, ça s'est pas passé comme prévu. Donc du coup, je me suis fait refouler de la frontière. Du Mmh. coup, je fais une boucle de 1700 km qui m'emmène à un autre point de départ où je n'avais rien étudié du tout. Mmh. Ah Et bah du là, coup, tu as eu ton ta dose! et Ah, là, tu c'est pareil, voulais? t'as pas le choix, tu es obligé de te faire confiance. C'est OK, je peux pas passer par là, comment je fais, par quoi je dois passer. Donc tous les jours, je réutilisais mon itinéraire. Tous Mmh. les jours, il fallait aussi anticiper les passages de frontières, là où tu pouvais faire des demandes de visa à distance et non pas en France. Bref, ça a été assez intéressant à vivre. Et donc, du coup, ça m'a fait amener à traverser la Chine à vélo, retrouver, enfin, du moins, me retrouver en Mongolie, acheter un cheval steppe, je revends mon cheval. Oui, 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 Ensuite, je me souviens de voir ces ensuite images. je suis Mmh. parti en Chine. Chine, j'achète un vélo. Ensuite, je pars au sud de la Chine pour aller en Thaïlande pour aller, bah, du moins Laos, Thaïlande, Birmanie, Birmanie, Inde. Je finis dans un monastère bouddhiste pendant 2 semaines. Je fais de la méditation Vipassana pendant 10 jours. Et à ce Oui, moment-là, je ça t'avait pars. marqué, je crois, Ouais, je me rappelle, cette, j'avais fait un live, ouais. j'avais parlé, je crois, quasiment 2 heures, parce que pendant Oui. 10 jours, tu parles pas. Ouais, oui. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est que tout le monde Oui. se taise. Mmh. T'es pas là à dire qui va me parler ou à qui je veux pas parler, c'est que tu parles à personne. Et je Mmh. trouvais ça intéressant parce que chacun vit ce qu'il a à vivre à son niveau sans être parasité par les éléments de langage, les interprétations des uns ou des autres. Donc ça m'a fait du bien et ça m'a véritablement bien marqué, effectivement. Et Mmh. après ça, je pars à Varanasi. Et après Varanasi, je vais à Katmandou. Katmandou, où j'improvise 2 treks qui ont un peu avorté parce que l'itinéraire était soit pas le bon, soit mon sac était trop lourd. Et le dernier, Mmh. en fait, finalement, j'étais prêt pour aller sur le chemin de l'Everest. Et là, au lieu d'aller au camp de base, là où tout le monde va, c'est situé à 5400 mètres d'altitude à peu près. Moi, je vais juste à côté au Kalapata, qui Oui. permet d'avoir une meilleure vue. Mmh. Il est à combien Il celui-là? est juste à 5600 et quelques Voilà. mètres d'altitude. Bon, c'est faisable, hein, mais j'avais jamais fait de Mmh. haute montagne, donc j'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est comment tu t'es préparé? Bah, je me suis préparé 7 mois avant, avec des milliers de kilomètres à C'est vélo, des ça. centaines de kilomètres à pied. Donc, du coup, physiquement, T'étais gainé, quoi. j'étais bien, quoi. J'étais tout prêt, tout frais. Et effectivement, j'étais beaucoup plus rapide que les autres qui venaient d'atterrir au Népal et faire leur trek avec leur porteur, ce que je ne voulais absolument pas. Mmh. Donc voilà en résumé vraiment très rapidement ce qui s'est passé pendant justement les 7 mois. Et effectivement, ça a été ce voyage qui a été une révélation pour moi. Ouais. Je dis bien pour moi. Moi, ça passe par le voyage. Certains, ça a passé par le théâtre, l'art, peu importe. Mmh. Mais moi, je sais que ça a été une révélation parce que, en fait, la vie, c'est celle qui te donne le plus de leçons. C'est pas les cours, c'est pas des coachs en développement personnel ou autre. C'est vraiment la vraie Mmh. vie. La vraie vie, en fait, elle te ment pas. Elle a pas de discrimination, peu importe. Elle te prend tel que tu es. À toi d'être attentif ou pas. Et pour finir, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui nous manque dans nos Mmh. sociétés actuelles, c'est que tu apprends en fait à te contenter et à contempler ce que tu as autour de toi. Je m'explique. Tu n'es pas obligé d'attendre midi pour manger, tu manges quand tu as faim. Waouh. Ouais. Quand tu vois une rivière, tu te demandes pas si elle a un goût de javel ou pas, c'est ta soif, tu bois et tu es content de boire.
Et alors Hmm. qu'ici, dans notre confort, on va prendre de l'évian parce que fait chier Mais l'odeur t'avais pas ou le peur de goût tomber de... malade? Non, parce que j'avais pris des pastilles de décontamination si l'eau était Hmm. mauvaise, j'avais une gourde de filtration d'eau, enfin, j'avais tout ce qu'il fallait, donc j'ai été malade une fois, une petite gastro. Oui, normal, quoi. En Mongolie, il valait mieux aller aux toilettes à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est dire. Ouais, ok. C'est juste un grand trou, hein, donc Ok. rien de Ouais. plus, mais c'est une Hmm. leçon parce que tu apprends en fait à revenir à ton rythme naturel, ce que font les enfants, ce que font très bien d'ailleurs, et ce que nous on a tendance à déformer en Hmm. les obligeant à manger tel et tel repas, alors qu'en fait s'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim et ils ont bien raison Hmm. de s'écouter, et c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire apprécier une bonne douche, apprécier un bon repas, apprécier son lit le soir quand tu as bien marché et que tu es bien fatigué, je veux dire, tu apprends à revenir à l'essentiel, ce qu'on perd de vue aujourd'hui. Ouais. Hmm. Waouh, merci, merci, merci. Ah bah, je l'ai laissé un tout petit peu décanter tout ça, j'adore. Et vraiment, merci beaucoup parce que tu as donné beaucoup de choses là, comme une tirade un peu à la Cyrano, j'adore. Euh, donc, tu as fait la marche à pied, du cheval, du vélo, et après, tu es, voilà, t'es monté pour finir. En fait, tu as fini enfin, à côté de Face à l'Everest, l'Everest. face à l'Everest, Ouais. oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il avait mis l'affiche de mon spectacle en photo avec l'Everest en face, ça m'avait beaucoup touchée. Je trouvais ça incroyable de me dire, ah bah, c'est au moment où justement, moi, je montais sur scène et on était tous les deux finalement face à notre Everest. Mm. C'était fou. Ouais, je me rappelle, c'était 2 jours avant, Mm. j'étais dans un village qui était à, je crois, 3009 ou 4000 mètres, et puis il fallait, je passais 24 heures pour l'acclimatation, et justement, j'avais fait une petite balade pour m'amener à 5000 mètres, Mm. et j'aimais bien ce petit palier à 5000 tout rond, donc Ouais. avec mon altimètre et mon GPS, et à ce moment-là, effectivement, j'avais pensé, entre autres, à toi, qui Mm. passais sur scène. Ouais. Je me suis dit, ça peut être rigolo de voir ton affiche à Carrément. 5000 mètres Oh, d'altitude ouais, dans l'Himalaya. c'est ça, et on vivait tous les deux notre ascension, en fait, Mm. mine de rien, tu vois, à notre échelle. Et ça, c'était fou. Merci, merci, merci. Alors, on a plein de choses encore à dire. Donc, ça, c'était le premier voyage. Juste, pour ce premier voyage, est-ce que, c'est quand même, t'as fait 7 mois, 8 mois? 8 mois, ouais. 8 mois. Est-ce que sur ces 8 mois, tu as commencé à sentir que tu étais comme guidée ou tu vois, comment c'est arrivé? Parce que je sais que c'est arrivé pour toi. Il y a eu des moments comme ça où tu t'es dit, bon, comment je fais confiance à mon intuition ou tu l'appelles comme tu veux, ton soi supérieur ou tes guides, enfin, peu importe. Parce que quand même, là, tu étais bien face à toi-même, quoi. Ouais, mais en fait, c'est plus facile qu'on le croit. Mhm. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça, franchement, j'ai pas trouvé ça dur, parce que Mm. malgré le fait que je parlais aucune des langues de tous les pays que j'ai traversés, sauf un peu l'anglais une fois arrivé en Inde, mais c'était la fin. Mais en fait, tu Mm. communiques très facilement avec les autres à travers le mime, les gestes qu'on a tous en commun. Mais en fait, quand tu vis au jour le jour, je me suis pas posé de questions. Le plus dur, en fait, c'est d'y aller. Mais une fois que tu y es, tu sais pourquoi tu es là. Alors, tu n'y vas pas par hasard. Après, guidé, je sais pas. Je pense que je l'ai été, à mon avis, à travers peut-être. Enfin, j'aime bien l'idée de croire que ma petite sœur, qui est partie en 2002, Mm. était dans les parages. Enfin, c'est le Mm. sentiment que j'ai eu, comme si elle était là pour me guider ou me protéger. Enfin, c'est Ah. juste une impression. Après, est-ce que c'est Mais vrai ou c'est pas, j'en ça sais rien. qui t'a Hmm. aidé en tout cas, cette Ouais, croyance complètement. forte Ouais, j'aimais bien l'idée de de savoir qu'elle était à sentir côté. cette présence peut-être aussi. Hmm. Waouh, merci pour ce partage aussi qui. Ah, bon, alors après le deuxième voyage, donc tu es revenu, tu restais combien de temps avant de repartir et ça t'a démangé beaucoup de repartir? Ouais, je suis reparti moi, je suis reparti 2 fois. Une fois où j'avais accompagné Sandrine en Mongolie. Hmm. Ça, c'était en novembre 2019, sachant que mon premier voyage, j'étais revenu en avril 2018. Donc, j'accompagne Sandrine 2 semaines en Mongolie pour qu'elle vive sa propre aventure, ce qu'elle a pu faire et le faire même très bien. Et Alors j'explique simplement, donc tu avais proposé à des potentielles personnes d'être guide pour aller en Mongolie dans une aventure vraiment sur mesure, quoi. Voilà. Et donc, tu avais une cliente qui était venue, qui s'appelle Sandrine, qui a mm, vécu ça avec toi. exactement, pour 2 semaines où Ouais. elle a fait du cheval, on a marché, on a Mm. dormi près des loups. On Mm. ne le savait pas. Oui, mais ça, elle en parle hein, dans Moi, ses lives moi, j'ai bien aussi, dormi, non? elle pas.
Ouais, 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 nous avait partagé aussi On ça. avait traversé pas mal de bras de rivière, elle a fini par me détester, mais ça, c'est Mmh. n'importe qui sur le moment. Bah oui. Mais j'aime bien le chemin qu'elle a d'ailleurs pris depuis, ça Mmh. l'a beaucoup aidé. Donc Mmh. c'était un déclencheur, je veux dire, le travail, elle l'avait déjà fait elle-même bien avant. Mmh. Et suite à ça, bah, après j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur et pareil, quand j'ai attaqué mon nouveau boulot à la sécurité civile en plein covid, je leur ai dit: «Hop, hop, hop, je veux une coupure l'été prochain parce que j'ai besoin de partir». Donc tu as posé tes conditions? Exactement, j'ai posé Mmh. mes conditions. Je me suis dit: «Après tout, ça coûte rien de demander» parce que j'étais Ouais, pris sur un contrat de 3 mois, ils voulaient me renouveler. Je leur ai dit: «À condition de m'augmenter et à condition que je parte». Alors ils m'ont bon, dit donc oui aux 2. demandez, hein, faut toujours demander plus. Au pire, on me dira non, mais là, en l'occurrence, on m'a dit oui, donc j'avais fait une coupure de 4 mois, sauf que, bah, le covid est arrivé d'ici là. Sauf que je devais partir au Kirghizistan, mais ça s'est pas fait parce que les frontières étaient fermées, donc du coup, je me Au quoi? retrouve, Au quoi? au Kirghizistan. Ça existe ce pays? Ouais, c'est C'est où? Excuse-moi, mais je connais le Kazakhstan. OK. Alors, pardon, hein, je devais aller j'étais prof là-bas, d'histoire géo, mais ça, je l'ai pas retenu. Le le Kyrgyzstan. Kirghizistan. Le Je Kyrgyzstan. devais aller là-bas, mais en fait, bah, covid oblige, ça s'est pas fait. Puis un Mmh. matin, en prenant un café, je me suis dit, parce que qui dit Covid dit pas de moyen de transport pour aller dans l'Est, étant séparé, ma fille étant à Metz, je n'ai pas pu la voir. Enfin, il y a eu des vacances qui ont sauté, donc du coup, je ne l'ai pas vue pendant plusieurs mois. Et quand j'étais arrêté en juin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en prenant un café, je me suis dit, bah, tiens, je partirais bien de ma ville de naissance, située à Angers, pour rejoindre la ville où vit ma fille à Metz pour l'été, histoire de la récupérer là-bas et de passer Mmh. les vacances ensemble. Et en fait, l'idée est venue comme ça, vraiment à l'arrache, sans entraînement, sans rien. Tu es parti à pied alors? Puis à part 3 semaines plus tard, je préparais mon sac, je suis parti à pied d'Angers. Il y avait 600 km, 27 jours en totale autonomie, pareil, avec ma tente, ma gourde. Puis franchement, je me suis bien éclaté en France, à J'ai une traverser. question qui me traverse. Ouais, Tu avais une paire de baskets ou pas? j'avais pas de basket, j'avais une paire de chaussures de rando. Donc c'était des chaussures de rando. Ouais, et des sandales, parce que c'est bien le soir, ou quand Mmh. t'as des ampoules. Bah ouais, tu m'étonnes que tu dois avoir des ampoules. J'en ai eu un. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. D'accord. Bon, et donc ça, c'était 3 semaines à pied pour Ouais, voir ta fille. exactement. À chaque fois que quand t'es, oui, quand t'es parti, à chaque fois, je sais qu'il y a eu des articles de presse, etc. Tu as été interviewé pour ça aussi. Ouais, il y a eu des Non. articles sur le Ouest France, dans le journal local de ma ville, à Ancenis. On est passé sur, bah, j'ai eu enfin, un article sur l'équipe, donc un journaliste de l'équipe. Comme j'étais en vélo, Ouais. forcément, ça les intéressait. Et du coup, ils m'ont contacté. Un journaliste, en fait, est tombé sur ma page Facebook vraiment par hasard. Il m'a appelé, puis après, il m'a Alors, tu interviewé. étais en vélo pour le troisième. Ça, c'était l'été dernier, ouais, Voilà. Donc, effectivement. ouais. Donc, vas-y, parle-nous du troisième aventure. Vas-y. Troisième aventure, c'était plutôt un hommage en fait double à la fois pour mes parents. Parce que mes Mhm. parents viennent du Maroc, ils ont quitté le Maroc dans les années 70 pour venir vivre en France. Et nous, en fait, avec mes sœurs et mon frère, on est nés en France, on est les premiers de notre génération à être nés en France. Et ce qui fait qu'on est une génération assez bizarre, c'est-à-dire on n'a pas grandi au Maroc, donc on a beau avoir Mhm. nos racines là-bas, on est des étrangers quand on va au Maroc, et en France, on nous fait bien comprendre qu'on est Qu'on n'est pas. suédois, mais pas français. Donc il Mhm. y a un Mhm. paradoxe qui fait qu'on est né ici, mais on ne nous reconnaît pas Mhm. français. Donc, ce qui explique d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, certains problèmes dans les banlieues, les crises d'identité, où est ma Mhm. place, qui je suis, Mhm. etc. On a eu la chance d'avoir des parents assez ouverts d'esprit, ce qui fait que, en fait, notre vie en France s'est bien passée pour tout le monde. Ouais. Globalement, on va pas se plaindre. Mais je trouvais ça important de leur rendre hommage parce que, comme tous les jeunes, tout jeunes ados, en fait, ma mère ne travaillant pas, mon père était ouvrier, on n'avait pas forcément les moyens, et donc on a tendance à juger facilement nos parents, comme Mhm. tout jeune Mhm. petit con qu'on était. Mhm. Et avec le temps, en fait, on se rend compte que, enfin, moi, la première claque que j'ai prise, c'est quand j'étais parti à l'étranger, je me suis dit, mais si j'avais été à leur place, avec leur bagage, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Et là, tu te Ouais. rends compte qu'en fait, bah, leur parcours n'était pas si simple. Mhm. Et la meilleure façon de leur mettre en perspective, c'était de partir de là où j'ai grandi, en SNI, Mhm. pour aller rejoindre la terre de mes ancêtres, celle de mes parents, ce qui me laissait en fait tout cet espace pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont traversé, qu'est-ce qu'ils Mhm. ont fait pour nous, et que finalement, ils s'en sont plutôt pas mal sortis, vu leur bagage de départ, quoi. Oui, et puis vu aussi la réussite.
de leurs enfants, quand même. Ouais, mais on leur doit surtout à eux parce qu'ils Bah auraient pu oui. aussi décider de pas partir en France. On aurait Mmh. grandi au Maroc. Sous quelles conditions, je ne sais pas. Mmh. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ont parfaitement rempli leur rôle. Donc, on a été à l'école, on avait de quoi manger, Mmh. on avait des fringues tout propres, tout beaux à chaque rentrée. Ouais. C'est-à-dire, on leur demande pas, nos parents, ils sont pas là pour nous aimer ou pas, ils sont là pour nous apporter une sécurité, une éducation. Et Mmh. c'est ce qu'ils ont fait. Donc, leur mission, eux, ils l'ont remplie, quoi. Oui, c'était leur manière Oui, de puis, vous aimer, hein, de toute façon. oui, puis Ouais. après, on a toujours la reproche facile. Mmh. Tous, je veux dire, moi je dis ça, Sophia, je sais que ma fille qui a 12 ans aujourd'hui, Mmh. dans 2, 3, 5 ans, elle va me traiter de petit con, de vieux Ah couton, non, mais alors, tu sais, d'un mec qui les comprend filles rien à la avec vie, leur quoi. père, faut vraiment y aller, hein. Mais il Faut n'empêche vraiment que que tu sois très, très. non, mais il n'empêche qu'ils auront forcément des reproches Mmh. et puis ils vont apprendre de leurs leçons aussi avec le temps, comme nous on l'a tous, pour la plupart fait, avec l'expérience, Bah, de les toute années. façon, il y a une étape d'individuation qui est évidente, qui est nécessaire. Et oui, à ce moment-là, souvent, on prend du recul beaucoup avec nos parents. C'est Mmh. normal pour pouvoir nous construire. Et parfois, bah, ça se fait dans l'amour et dans la haine en même temps, quoi. En tout cas, dans le rejet, on va dire ça comme ça. Sans être forcément dans la haine, mais quand même. Ouais. Waouh. Ok. Et alors, attends, j'avais une petite question qui me traînait dans la tête, mais est-ce que je vais la retrouver dans mon cheminement intérieur? Oui, alors oui, dans ce chemin-là que tu as fait, le dernier voyage, donc c'était à vélo, tu as eu des articles dans l'équipe et tout, et il me semble que tu as quand même mobilisé, parce que comme tu connais des personnes dans l'armée, je crois, si je me souviens bien, tu t'étais arrêté sur des bases ou des casernes de pompiers, non? Je ne sais plus bien. Bah, en fait, comme je travaillais à ce Ouais. moment-là pour la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, c'est une des directions en fait qui gère les grosses crises majeures en France. Donc les feux de forêt, comme on a connu dans le sud, c'est la sécurité civile à travers les pompiers. Ouais. Les démineurs, lorsque tu t'oublies ou tu perds ton Ton bagage sac ou ton sac de sport. de sport dans le train, c'est les démineurs de la sécurité civile qui s'en occupent. Hmm. Bref, et eux, en fait, ils étaient très présents durant la crise du Covid. Sauf que, en fait, on n'entend jamais parler. On a entendu parler essentiellement de Oui, la Direction générale de la santé, qui s'est beaucoup oui. exprimé là-dessus. Et du coup, en fait, travaillant pour la sécurité civile, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être aussi l'occasion sur mon trajet de croiser des agents de la sécurité civile, faire des petits reportages pour les mettre en avant, en fait, par rapport à tout le travail dans l'ombre qu'ils ont fait suite à la crise Hmm. sanitaire, qui était particulièrement compliquée à vivre pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Donc, c'est comme je travaillais pour la sécurité civile et que j'avais ce projet-là, donc à la base, j'en avais parlé à mon sous-directeur pour Hmm. déconner un soir après le boulot. Il dit, Hmm. vous faites quoi, Aziz, cet été? Je dis, ah, bah, je pars au Maroc à vélo. Grosso modo, je lui dis Ça, ça. c'est une punchline, tu vois, ça s'appelle un pitch, un vrai pitch. Ah Et bon? il me dit, ah bon, Oui, il dit, mais voilà. j'adore le Maroc et tout, et Ah bah. pourquoi? Donc, je lui explique mes motivations. Il me dit, bah, tiens, Hmm. Aziz, faites un dossier, je vais le faire pousser au directeur général. Donc, c'est la première fois que je constitue un dossier. Ça Ouais, tombe bien parce que, en fait, grâce à mon sous-directeur, j'ai pu avoir la compétence de monter un dossier d'aventure, ce que c'est j'ai pu faire. Donc, ça. après plein d'allers-retours, il m'a corrigé. Bref, il Ah, présente mon dossier, puis il a l'aval du directeur général qui ne me connaissait pas et qui donne son feu vert pour me soutenir. Alors, ils ne peuvent pas me soutenir financièrement parce que j'étais une personne privée. En d'accord. revanche, ils m'ont prêté une voiture, par exemple, pour aller chercher un vélo en Belgique, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de vélo à vendre en France. Ils m'ont prêté un Il n'y avait plus de vélo téléphone. à vendre en Bah, France. avec la fermeture des frontières et Covid, il y avait un problème d'approvisionnement en métal. Ce qui fait que pour Hmm. avoir un vélo, c'était sur commande et c'était sur 3 à 6 mois D'accord. minimum. Donc du coup, le vélo neuf, c'était mort. Donc j'avais trouvé un bon vélo d'occasion En Belgique. en Hollande, En Hollande. exactement, ouais, au pays du On vélo. salue nos amis hollandais. Parce qu'en fait, j'étais chez des amis à Metz et puis je regardais les petites annonces. Et puis effectivement, quand tu es dans l'Est, tu vois peut-être les petites annonces, que ce soit Belgique, Luxembourg, Mhm. Allemagne. Et puis c'est comme ça que je suis tombé là-dessus. C'est comme ça que la sécurité civile m'a prêté un véhicule pour aller le chercher. Dans les bases hélico, on m'a hébergé. Hmm. Donc on m'a prêté un tracker GPS, entre autres. Donc tu vois, c'est des petites aides du matériel que la sécurité civile m'a prêté. Puis moi, ça m'a permis de m'arrêter dans leur base et voir comment ils travaillent et parler d'eux, quoi. Waouh, génial. Donc c'était donnant-donnant et Exactement. ça t'a bien aidé, quoi.
C'est des coups de pouce qui font avancer. Et en fait, c'était intéressant parce que dans ton périple, moi, j'aime bien voir comment est-ce qu'une trajectoire et même une légende se crée. En fait, c'est notre légende personnelle aussi, finalement, que tu nous racontes là. Et, enfin, en tout cas, c'est la tienne. Mhm. Et finalement, cette dernière, enfin, chaque voyage t'a préparé à ce nouveau projet Ouais, que tu es en train de faire, qui te tient à cœur et dont on va parler maintenant, notamment celui de monter le dossier. Tu dis, bah, le fait d'en avoir parlé comme ça, un peu à la déconnade, souvent je dis quand on a des projets, si on les pitch pas, c'est-à-dire si tu n'oses même pas en parler, ça reste dans le tiroir ou ça n'aura pas la même envergure. exactement. Si tu n'en avais pas parlé, tu serais allé tout seul dans ton coin et tu n'aurais pas eu tous ces soutiens et qui ont été finalement, qui ont donné une totale autre envergure, une autre dimension à ton Mhm. dernier, enfin avant-dernier du coup, enfin non, dernier, Le pardon. dernier. Ouais. Euh, et donc, grâce au fait d'en parler, là, ça monte. On sent qu'il y a une ascension, quoi, tu vois, dans l'apprentissage, aussi d'être un apprentissage qui apprend aussi au fur et à mesure parce que tu as des alliés qui se présentent. C'est génial. Ouais, puis il faut pas avoir peur d'en parler. En fait, il y en a beaucoup par Mm. humilité, par un tas de raisons, parce que ça se dit pas, parce que je pas envie de me mettre en avant. C'est pas se mettre en avant, c'est de parler d'un projet qui tient à cœur, qui peut ou pas faire écho à une personne en face. Là, en l'occurrence, le sous-directeur aime le Maroc. On s'est toujours bien entendu, ne me demande pas pourquoi. Je pense qu'il est un peu HPI Comme sur les toi. bords. Et puis du coup, ça a tout de suite accroché tous les deux. On a toujours Mm. bien bossé ensemble. Ça Mm. m'a jamais empêché de me balader dans les couloirs du ministère en chaussettes. Oui, Les gens se sont dit, quand mais on il est dit qu'il y a des taré. personnes hors normes dans des interviews des acteurs, c'est ça. Tu travailles en chaussettes dans les bureaux de l'armée, quoi. Au ministère de Enfin, au l'Intérieur. ministère de Ouais, ouais, l'Intérieur. c'est, en fait, j'ai J'adore. l'habitude d'être en chaussettes, je sais pas pourquoi, au bureau, parce que j'en ai marre d'avoir les pieds enfermés. Puis des fois, j'oublie que je suis en chaussettes, donc du coup, je vais à la photocopieuse, je suis en chaussettes, je vais au bureau du sous-directeur en chaussettes, et puis à un moment, je regarde, je fais oups, mais je suis désolé, j'ai pris de mauvaises habitudes. Elles étaient Et trouvées, les gens. non, non, heureusement. Ça va alors. Et lui, en fait, il s'en foutait. Lui, il m'a dit, perso, ça me choque pas, il me fait tant que le boulot est fait, Ok. De et toute façon, heureusement. c'était le début du confinement. Après, on s'est tous retrouvés mon slip à faire notre travail devant l'ordi, personne ne voit. C'était en caleçon ou quoi. Mm, mm. Bon, bref, super. Donc, ouais, comme je disais, cette dernière étape où tu as commencé à monter un dossier, etc., ça t'a donné, finalement, commencé à te dire, à donner peut-être dans ta tête un autre projet commence à émerger, ce dernier projet dont on va Mm. parler maintenant. Bah, en fait, il a émergé parce qu'en fait, pendant mon parcours à vélo, donc je pars d'Ancenis, je redescends du côté de Bordeaux. Et à Bordeaux, je m'arrête en fait à mes origines militaires, parce que à Bordeaux, autour de Bordeaux, il y a le 13e RDP, donc le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment d'une unité des forces spéciales, dont j'avais Voilà. fait partie pendant 11 ans. Et c'était l'occasion en fait de m'y arrêter, parce que je me dis, bah, c'est sur mon chemin, ça va être mes origines militaires au passage. Et Hmm. je discute avec le commandant en second, on parle d'un tas de choses et à ce moment-là, je lui fais part. Enfin, l'idée m'était venue peu de temps avant que je pédale et je lui ai dit bah, j'ai aussi un autre projet parce qu'en fait, il y a un général avec qui j'étais en contact qui me disait bah, tiens, on peut sponsoriser ton projet à vélo. J'ai dit c'est un projet perso, je veux pas que l'armée s'en mêle parce que j'ai pas de bons souvenirs avec l'armée, je voulais pas faire une fausse com sur un Ah. projet personnel. Je lui ai dit non, celui-là il est personnel. Je ne veux pas mélanger ma vie familiale plus ma vie de militaire, enfin c'est pas cohérent. J'ai en revanche Hmm. préparé un autre projet alors que j'en avais aucune idée. Je dis vous inquiétez pas, je prépare un projet C'est bon, j'en ai dans un le sous le coude. cadre des armées alors que je ne savais pas. Je savais pas. Je Juste, sais, tu as saisi le truc. Tu t'es dit, là, exactement. il y a quelqu'un qui s'intéresse à ma vision. Oui, ça coûte rien tu sais, de saisir. Je balance J'en une ai. information, voir si ça prend ou pas. Et Ouais. je dis non, non, si, quitte à se faire sponsoriser, il faut que ce soit un seul message clair sur un seul projet. Il ne faut pas que ce soit diffus. Il faut que le message soit compréhensible de tous. Et en Hmm. pédalant, ça s'est construit. En arrivant voir le commandant second, on parle des blessés, et du coup, c'est psychique des Waouh. armées. Donc, je pars sur cette thématique en disant je souhaite faire un projet en Mongolie avec des blessés psychiques des armées. Donc, le commandant Hmm. second l'a très bien reçu. D'ailleurs, lui, il était indirectement concerné parce qu'il a dû vivre un état de stress post-traumatique. Donc, c'est un sujet qu'il tenait très à cœur. Hmm. Et puis, bah, je suis parti là-dessus, sur cette idée. Et puis, j'ai continué ma route à vélo direction l'Espagne. Et en fait, c'est à ce moment-là que le projet s'est construit. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en France, j'ai repris un boulot. Bah, je travaillais chez les pompiers de Paris en tant qu'officier de réserve. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé chez eux en novembre. Mais décembre, l'idée était très claire, qui était de monter un projet
dans le cadre des blessés et des aidants, surtout parce qu'on n'entend jamais parler. Mmh. Et petit à petit, en fait, j'ai monté mon dossier à travers, le même document que j'avais créé avec mon C'est sous-directeur. ça. Donc grâce à ça, j'ai pu avoir Voilà. mon Incroyable. quelque chose de concret sur lequel, Ouais. m'exprimer. Puis en fait, le projet a commencé à se dessiner, au Mmh. fur et à mesure. Et pour le valider, parce que c'est bien beau d'avoir une idée, Mmh. moi j'aime bien avoir l'avis d'experts. Donc là, en l'occurrence, je me suis rapproché d'un psychologue, spécialisé dans les traumas. Donc c'est un ancien officier militaire qui s'est Ouais. reconverti dans la psychologie, qui est psychologue. Mmh. Et je lui soumets mon idée, donc on en parle. Il me connaît pas, je le connais pas, c'est plutôt par, recommandation d'un ami en commun. Et Mmh. je lui parle de mon idée, je dis: «Bah, voilà, dans le cadre des blessés psy, j'ai, moi-même parti à l'étranger pour plein de raisons, ça m'a fait du bien. J'ai accompagné une jeune femme, ça lui a fait du bien». Je me dis: «Ça peut peut-être eux leur faire du bien, de partir en aventure, un peu en terre inconnue». Et je voulais avoir son avis de psy spécialisé dans les traumas et lui, il a trouvé le projet pertinent. Donc il a dit que c'était une très bonne idée pour, plein de raisons. D'ailleurs, il m'a fait une attestation pour, m'expliquer le pourquoi, de la pertinence du projet. Et à partir du moment où lui, il l'a validé en tant qu'expert, D'accord. je me dis: «Bon, bah, moi, j'ai une idée, C'est un l'expert allié, quoi. exactement le Mmh. valide, Mmh. qu'il soit pour ou contre moi, au moins de savoir que voilà, je pars dans la bonne direction». Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Et puis j'aime bien avoir le recul nécessaire du point de vue de quelqu'un d'autre, quoi. Et à partir du moment où il l'a validé, à ce moment-là, bah, effectivement, j'ai commencé ma recherche, de profil qui Ouais. correspondrait à la vision du projet que j'avais à ce moment-là. OK. Donc voilà. OK, génial. Il y a une chose aussi, tu sais, quand tu parlais, qu'est-ce qui t'a fait être sensible, bah, justement à ces blessés psychiques, hein? C'est qu'en fait, bon, tu as fait une formation de sophrologie aussi. Je pense que c'est intéressant de le dire parce Mmh. que ça fait partie de ton chemin. Et Oui, qu'est-ce ça que tu c'est as même fait faire avec ça, avec la sophro, tu vois, le côté complètement, comme je dis souvent, hors norme, outsider, cette sensibilité-là. Ouais, c'était venu quand? C'était venu à l'époque où je divorçais de la maman de ma fille Sophia. C'était en 2013. Mmh, Et à ce moment-là, je me posais, enfin pas mal de questions. Donc du coup, le divorce, était en cours, il fallait que je pense à autre chose. Je m'inscris à des cours de psycho à distance. mmh, J'avais juste besoin de me ranger un os et penser à autre chose. Et à mmh, ce moment-là, la sophrologie est venue. Donc j'ai creusé la question, je connaissais pas du tout. Et ouais, pareil, je choisis une école, de façon pragmatique qui délivre un diplôme reconnu, du côté de Paris. mmh, Et je suis cette formation qui a duré pour moi à peu près 2 ans en parallèle de mon métier de militaire. Donc du coup, OK, je fais cette formation à Paris. Entre-temps, j'ai été muté à Angers. Et arrivé à Angers, je constate, beaucoup de dépression, burn-out, de maltraitance au travail et c'était assez particulier. mmh, Et à ce moment-là, je me dis: «Bah, tiens, j'ai un diplôme qui est, en cours. ouais, Je suis encore militaire, donc je ne peux pas exercer à mon compte. Donc mmh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde y gagne?» Et à ce moment-là, je vais voir le directeur de la base, 3 mois après mon arrivée à Angers, caporal-chef, personne ne me connaissait. Je soumets mon idée, tout le monde me prend pour un pour débile. pour un Voilà, débile, le mec est en treillis en train de parler de calinothérapie et de voilà, sophrologie. c'était quand même On la se dit calinothérapie, tu vois? C'est au-delà encore de la c'est sophro. ça, sachant que c'était Waouh! interarmé, j'avais mon béret rouge Ah d'ancien ouais. parachutiste, il y avait quelque chose qui était bizarre. Tu sais, un grand costaud, tu parles de Bah, tout ils ça, il y a un sont truc qui va pas. voilà, ouais. Et finalement, ça a parlé au directeur de la base parce qu'il avait connu dans ses anciennes unités pas mal de suicides et il trouvait l'argument intéressant. Et l'approche ou Bah, j'y suis allé l'argument? non, l'approche, parce que j'y suis allé pareil Ouais. au culot. Il y avait un grand meeting, il leur disait: «Bon, tous ceux qui ont une idée, n'hésitez pas à m'écrire». Bah, salut, j'ai une idée. «Je suis zèbre, j'arrive!» Et comme j'étais agent de prévention, j'avais trouvé les bons codes pour expliquer, les bienfaits, Oui, tu as trouvé le heu, langage qui parlait, adaptés. En fait voilà. en fait, Super important ça. Mmh. dans le cadre d'unité militaire, mais là, c'était un directeur civil, Mmh. je me suis dit: faut qu'à la fin de mon argumentation, ce soit son idée à lui». Ça, c'est une sacrée, astuce, En que tu fait, donnes. parce que lui, il s'en fout de ma gueule, hein. Je veux dire, il en Eh a rien à oui, foutre. Lui, ce qui oui. l'intéresse, c'est sa carrière et Mmh. dans ce que je vais lui apporter, qu'est-ce qui va être bon pour Pour lui? lui. Parce que Mmh. lui, Mmh. ça est bien, je veux dire, il s'en fout de faire de la sophrologie, mais quel est son intérêt? Qu'est-ce que lui, il gagne? Waouh. Et au final, on a tourné ça comme si c'était son idée et qui mettait Mmh. mes compétences à la disposition des Tu personnels civils et militaires. sacrément malin! Et donc ça
a donné quoi alors concrètement? Bah, concrètement, bah, j'ai créé des ateliers de sophro à l'armée pendant 2 ans pour des personnels civils et militaires à raison de 2 séances par mois Et et il y ça a avait duré 2 aussi des ans. câlins? Moi, j'ai vu des photos, hein. Exactement, ouais, ouais, j'en ai la preuve effectivement Mmh. et du coup, bah, ça m'a éclaté, ça a beaucoup aidé, ils ont beaucoup aimé et moi, ça Mmh. m'a permis justement d'avoir de l'expérience, de groupe. J'avais fait ça pendant 2 ans, dans les armées. J'ai fait ça en visio à mes collègues, qui étaient confinés lors du 1er confinement Mmh. et pareil, ça je l'ai fait en visio, donc moi ça me servait d'expérience. Je me suis dit: «Bah, tiens, on Ouais, va voir ce que ça donne en visio, comment ouais. quel recul je de quel type d'expérience je peux en tirer» et en même Mmh. temps, ça peut aider des collègues, qui vivaient un confinement que moi j'ai eu la chance d'éviter de bout C'est en bout. ça. Et en fait, ça me paraissait important qu'on amène ce sujet-là parce que c'est ce qui f a construit ce dernier projet aussi. C'est cette, sensibilité que tu as, cette vie que tu as eue bien sûr et cette casquette que tu as été chercher de sophrologue qui t'a amené à avoir cette expérience, concrète, Mmh. de qu'est-ce que ça fait, pour des personnes trauma plus ou moins grand ou en tout cas dans des situations de stress, hein, au niveau militaire et cetera et de te rendre compte que ça avait un impact, que ça crée quelque chose et pour l'amener maintenant à encore une autre dimension, au travers de ce dernier projet donc qui est d'amener, s 4 En fait, avec moi, parce que je suis aussi, blessé, même si ça se voit pas. mmh, Donc j'ai, une invalidité liée à mes fonctions militaires, mais, pas une blessure de guerre et pas un traumatisme psychique. En revanche, je sais que je peux témoigner sur les lourdeurs administratives pour faire reconnaître ces blessures. C'est, ah l'un des OK. thèmes du sujet, c'est la complexité Ah. pour, ça c'est le problème en France, ça c'est l'administration, parce qu'on a tous les outils pour indemniser, des soldats, on a tout ce qu'il faut pour les accompagner. Mais c'est toute cette lourdeur administrative qui rend les choses, très compliquées. Donc moi, je peux témoigner de cette partie-là Mmh. et parmi les participants, en fait, le point central, c'était le stress post-traumatique. Stress Mmh. post-traumatique dit blessé, sauf que quand on parle des blessés en France et les initiatives qu'on voit à travers les militaires, on ne parle que du blessé. On ne parle jamais de son entourage. D'accord. C'est-à-dire qu'un stress post-traumatique, bah, ça va embarquer les enfants, l'époux ou l'épouse. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Ça prend quelle dimension un stress Bah, post-traumatique? en fait, ça peut se manifester, de différentes façons. Là, par exemple, j'ai un de mes participants, il a perdu la mémoire. Donc il y a Mmh. certains épisodes de sa vie dont il ne se rappelle pas. Mémoire Mmh. courte, par même moment, il la perd, donc ça va être, des réveils, des terreurs nocturnes, ça peut être, de l'hypervigilance, donc hypersensible au moindre bruit. Certains vont Mmh. confondre, ce qu'ils ont vécu en attentat ou bombardement à travers, une tondeuse à jardin. Tu sais, pour nous, c'est Mmh. une voiture qui tout saute, peu importe, ça va les ramener Mmh. à ce traumatisme qu'ils ont vécu. Certains, il y a même un mec qui avait pointé, par exemple, son fusil, face à son épouse. Il avait Mmh. pas l'intention de lui tirer dessus, mais il lui a fait comprendre que, «Je suis pas bien, je Oh là maîtrise pas là. tout, je t'invite à partir». Oh mon Donc tu Dieu. vois, il a eu le réflexe de la prévenir, mais Oh. il était dans cette détresse-là. Alors imagine Mmh. l'épouse qui retrouve son mari dans cet état-là, c'est comment je fais pour l'aider, quoi? Oui, donc c'est pour ça que tu insistes sur les aidants, enfin sur du coup l'entourage Bah, oui, et parce que ça bouleverse tout. Il leur bien faut, sûr. 2, 3, 4, 5 ans Mmh. pour sortir la tête de l'eau, mais avant, ils sont la tête en dessous et Mmh. madame ou monsieur, peu importe, doit gérer à la fois le quotidien, expliquer ça aux enfants et aussi, bah, gérer, tout l'accompagnement du mari. Donc du coup, ça impacte sur sa vie personnelle. Il y a des épouses qui ont fait des burn-out tellement enfin, c'est le Bah syndrome de oui, l'aidant, c'est, «De quoi je me plains? Lui, il va pas bien, j'ai pas le droit voilà. de Mmh. de de dire que ça va pas», alors que tout le monde doit exprimer ce qui ne va pas. Mmh. Donc en fait, c'est leur donner un peu la parole, à ces femmes, ces hommes qui accompagnent des blessés dont on ne parle jamais, malheureusement. Et Mmh. donc tu vois, sur les participants, c'est toutes ces voix-là. Il y a Mathieu qui, lui, Ouais. va témoigner d'un accompagnement réussi par les armées et Mmh. c'est bien de dire ce qui marche. Donc, Oui. jeune papa, 29 ans, un fils qui a 3 ans et d'ailleurs ça a été un peu le déclic pour Ouais. qu'il, se prenne en main et qu'il, puisse se faire accompagner. Mmh. Son épouse a beaucoup aidé d'ailleurs. On a François, 49 ans, qui a quitté l'armée en 80 dans les années 90, qui lui a eu un très mauvais accompagnement. Donc lui, c'est tout l'inverse, parce que lui, il a profité du début des dispositifs d'aide, d'accompagnement aux blessés psy. Ça vient de l'Afghanistan.
On Mmh. a Marion, qui est infirmière militaire, qui a quitté l'armée il y a 1 an, après 20 ans passés sous les drapeaux, qui, elle, peut témoigner en tant que, d'une part, soignant, parce qu'elle a travaillé à l'hôpital interarmée de Percy, situé à Clamart, et Ouais, elle faisait partie du service prothèse. Donc, d'accord. les amputations, forcément, stress Mmh. post-traumatique, évidemment. Donc, elle peut témoigner en tant que personnel soignant, parce que le service de santé des armées est le premier acteur, justement sur le terrain, à Mmh. accompagner les blessés, quels qu'ils soient. Et en même temps, elle a été mariée à un militaire, enfin, elle était en couple avec un militaire qui était atteint de stress post-traumatique. Donc, elle sait aussi ce que c'est que d'aider un soldat blessé dans sa vie perso. Mmh. Et on a un dernier profil qui est assez atypique, qui est Marie-Hélène, 81 ans. Waouh! Et au départ, je voulais qu'elle soit juste, fasse juste le témoignage de sa vie de petite fille lorsque son père a fait la Première Guerre mondiale. Mmh. Et dans nos échanges, j'ai vite compris qu'elle aurait bien voulu nous accompagner. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lui offrir ce cadeau? Surtout qu'elle peut témoigner en tant que fille qui a subi le stress post-traumatique de son père, ce qui est ce Ouais. qu'on appelle le traumatisme secondaire. Il y a Mmh. eu des études qui ont été faites, surtout pour les enfants d'enfants déportés, où ils se sont rendus compte que même les enfants gardaient des traces physiques, donc d'un Mais point de bien vue sûr. neurologique, Bah, sur oui, le dans la traumatisme de cellule, leur... hein, c'est bien exactement, aussi. Mmh. et c'est la même chose Neurologique, ouais. Mmh. sur les traumas secondaires, c'est-à-dire que Mmh. Marilène, par exemple, et bien d'autres, a Mmh. gardé des stigmates d'un événement qu'elle n'a pas connu personnellement, enfin directement. Et Mmh. c'est une façon de dire aussi, bah, si on n'aide pas nos soldats, bah, il va y avoir des conséquences intergénérationnelles, Tout à fait. ou au même titre qu'un soldat, Mmh. s'il fait un déni, parce qu'il y en a aussi beaucoup, qui dit psy, Ouais. dit faiblesse, et donc moi je suis un warrior, donc je suis pas faible. Mmh. Et par déni de faiblesse, ne vont pas se faire accompagner, c'est une façon aussi de leur dire, tu n'es pas le seul dans l'aventure, et te faire accompagner, c'est aussi aider Ouais. ton entourage à ne pas justement, Ce que tu aimes, quoi. exactement, et à Ouais. ne pas tremballer des valises qui ne leur appartiennent pas, et qui va avoir des conséquences plus tard dans la vie d'homme ou de femme. Mmh. Donc voilà un petit peu les profils que j'ai recherchés, les profils qu'on a enfin aujourd'hui. Waouh, Donc génial. ça nous fait effectivement avec moi 5 personnes, plus Mmh. on a Jean-Michel Jordac qui sera le co-réalisateur, je serai le co-réalisateur avec lui, et il y aura Ouais. un cadreur, ce qui fait qu'on sera 7 À partir. à partir, Et vous effectivement. partez où alors? Alors nous, on part, l'idée c'était de partir en Mongolie, parce que je l'ai fait 2 fois, donc je connais très bien le territoire. Bah, je connais Mmh. pas tout le territoire, et on va aller justement dans une zone que je connais pas, mais j'en connais les bénéfices à la fois pour moi. Mmh. Et j'avais fait un feedback avec Sandrine, Mmh. qui avait aussi de bons retours sur son séjour en Mongolie. Ouais. Et c'est un terrain totalement vierge, c'est-à-dire que tu es en pleine liberté, tu n'as rien, tu es Ouais. dépouillé de tout. Et je me suis dit, c'est un bon terrain pour qu'on puisse travailler avec eux. Et en Mmh. fait, cette expédition va nous amener à raconter leur histoire. Le point de départ va être un peu le choc, ce qu'ils ont vécu. Mmh. Et tout le cheminement, en fait, leur prise de conscience qu'on va vivre à travers eux et à travers cette expédition qui devra durer à peu près 2 mois. D'accord. Et donc, c'est prévu normalement pour? Si tout va bien, en mai 2023, ce sera le départ. Donc, c'est la Oui. meilleure période à la fois pour les chevaux et c'est écologique parce que c'est entre 2 vacances scolaires pour ceux qui ont des enfants. Mmh. Et ça va se faire en 2 étapes. La première étape, c'est d'arriver à Oulan-Bator, la capitale. De là-bas, on va partir rejoindre la famille mongole que je connais, qui est à Mmh. 50 km de la capitale. L'une, m'assurer que tout le monde se comporte bien au milieu de la steppe, au milieu de nulle part, parce qu'un stress post-traumatique, tu ne connais pas par avance Les réactions? exactement. Ouais, bien sûr. Mmh. Et surtout, je veux m'assurer que tout le monde ait des bases pour monter à cheval. Donc là-bas, on va monter à cheval Et comment s'appelle cette dame? Rappelle-nous qui a 81 ans. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Elle a déjà fait du cheval, Oui, Marie-Hélène? elle a déjà fait du cheval Oh. et bah, de toute façon, elle la fera comme nous là-bas. Et l'idée, en fait, c'est qu'on reste suffisamment de jours pour que tout le monde soit un minimum autonome à cheval de façon à passer à l'étape 2. En fait, il faut qu'ils passent leur permis de conduire le cheval Exactement. d'abord. D'accord. Et une fois qu'ils l'auront, à ce Oui. moment-là, on part au lieu d'expédition, on se situe à Moronne, et de là-bas, en fait, on va partir à peu près 2 semaines à l'aller, 2 semaines au retour. Ça nous fait 1 mois d'expédition à cheval pur Waouh. sur 2 itinéraires différents. Et ensuite, on va aller passer du temps avec des Tsatanes. Les Tsatanes, c'est une ethnie mongole. Donc, il y a à peu Mhm. près 220 individus actuellement, à peu près 50 familles, ils ne sont pas nombreux. D'accord. C'est les seuls qui vivent avec des rennes, et ils vivent Oui. sous tipi, non pas sous yourte. Et eux, ils D'accord. vivent vraiment la rude, à la dure, en total Nomadisme. nomadisme, Hmm. vivant au rythme des rennes. Et du coup, Hmm. on va passer au moins une semaine, et peut-être plus en fonction de comment se sentent les participants. Et l'idée, c'est de leur faire vivre aussi, s'ils le souhaitent,
une cérémonie ou un rituel chamanique parce que parmi les Mmh. Tsataan, il y a des chamans. Ah oui, j'imagine bien. Donc c'est un peu l'idée de confronter, les guérisseurs d'avant à travers les Mmh. chamans et les techniques d'aujourd'hui. Waouh, génial. Oh là là. Mmh. Tu veux boire un coup? Non, ça C'est va. bon? Ouais, je te remercie. Non, parce que quand même. Waouh. Donc, c'est cinq profils, cinq personnes, cinq personnalités qui ne se connaissent pas. Pas du tout. Et être prévu quoi? Elles doivent se rencontrer avant? Pas du tout pour Non, on a l'instant. prévu de se rencontrer. On n'a pas calé de date, de se rencontrer en novembre. Mhm. Déjà pour tous se voir physiquement. On a beaucoup échangé en visio, mais au moins tous se voir physiquement, tourner notre bande-annonce aussi. Ouais, On devait le faire déjà en septembre, mais ça s'est pas fait pour des raisons perso. Il d'accord. y a eu un événement familial qui a fait qu'on a dû repousser la date. Et Mhm. on a prévu de se voir physiquement en novembre. Ok. Alors concrètement, pour que cette aventure elle ait lieu, tu disais si tout se passe bien. Donc si tout se passe bien, il faut quoi? Bah, en fait, comme tout projet, en fait, ça demande de l'argent. Et ce projet, en fait, je l'ai chiffré, ça reste une estimation autour de 105 000 euros. Mhm. Donc ça peut paraître cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça parce que ça implique à la fois les billets d'avion, ça implique le matériel outdoor, Ouais. le coût Mhm. du réalisateur, enfin du co-réalisateur pour la production du film. Oui. Et tout ça mis bout à bout nous Puis la fait 100. prod, le Exactement. montage, il y a de la com un peu ou... Non, la com n'est pas prévue sur ce Sur ce budget. budget, Ça d'accord? va être l'étape 2. Déjà, Ouais. on part et on filme. Ouais, bah oui. On fait le film et Et ensuite, ensuite, il on va y voit avoir un budget comment. sur la communication. Parce que faire un film, parce que c'est ça l'objectif, Hmm. faire un film, c'est une chose, mais si personne n'entend parler, il ne sert à rien. Bah oui, c'est sûr. Donc, l'étape, ça va être Hmm. effectivement de faire le film, de construire en Hmm. Et post-production. tu l'imagines, parce que bon, voilà, moi je travaille un petit peu dans le monde du, on va dire, enfin Mhm. je connais un petit peu le monde du cinéma. Euh, Tu imagines que c'est comme un documentaire qui pourrait, par exemple, faire partie d'un festival de documentaires, parce qu'il y a des prix pour les festivals, tu vois, Oui, des festivals, des films les d'aventure qui films se font. Oui, d'aventure. ça c'est prévu, évidemment. Voilà, ok. Mhm. Non, mais il faut le dire. Je trouve que c'est important. C'est que Euh, j'en suis pas là encore, mais oui, mais bon, effectivement, oui, c'est la vision oui, pour la promotion aussi, qu'effectivement le grand public en fait puisse voir ce film, ce serait oui, c'est fantastique. le but. Voilà, on est d'accord. Oui, je le dis ici pour que ce soit clair. Concrètement, aujourd'hui, vous avez combien dans votre cagnotte? On a à peu près, en fait, en dons et ou promesses de dons, autour de 35 000 à 40 000 euros, Ok. grosso modo. Donc là, il vous manque Idéalement, 65, ouais, il nous manque à peu près 70. 65 000 euros. Ok. Bon, donc, si vous êtes sensible à cette aventure, eh bien, je vous invite vraiment à partager cette vidéo un maximum, et vraiment à la partager, mais alors un maximum, parce que c'est vraiment l'intention de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette aventure existe. Et elle existe à la fois pour évidemment ces ces sept personnes, personnalités qui partent, mais surtout pour que ces messages euh, puissent être diffusés au grand public. Alors les messages, c'est quoi justement? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie que le public y ressorte en ayant vu ce film? Ils se disent quoi? Bah, déjà qu'ils prennent une claque, parce qu'effectivement, quand tu n'es pas militaire, tu sais pas ce qui se passe dans la vie des soldats, et encore moins sur ce qui se passe à l'étranger. Donc, Hmm. il y a des territoires où on s'y sent très bien et on est très bien loti. Dans d'autres, les conditions sont juste effroyables. Mais cette réalité, en fait, personne ne la connaît. Personne ne sait concrètement qu'un mec qui s'engage à l'armée peut se dire que demain, je peux mourir, concrètement, et c'est le cas. Hmm. On ne se dit pas tout ça qu'on va aller au boulot. Hmm. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on puisse entendre, en fait, en bruit de fond, c'est toutes les personnes concernées par la blessure, les épouses, les époux, les enfants. Donc ça, on va tout faire pour qu'il soit vraiment présent à travers le film. Ce ne sera pas forcément un film documentaire, moi je le vois comme un film tout court. Ouais.
C'est pour ça que je veux qu'on aille voir les Tsatanes, pour qu'il y ait un changement de rythme, pour qu'il y ait, une espèce de contre-pied Ouais, entre le OK. côté rigolo de l'armée et le côté un peu ésotérique, chamanique. Tu te dis: «C'est 2 mondes qui n'ont rien à faire A priori, on a sent. priori», mais moi je pense que si et ça on va nous Ouais, le prouver ouais, génial. Mmh. oui, voir un petit peu leur portrait, voir, ce qu'ils ont vécu vraiment, en toute simplicité. Donc ça, ils le savent, hein, c'est de parler d'eux de façon sincère, sans langue de bois. On n'est pas Mmh. là pour faire de la com positive ou négative contre l'armée, c'est pas du tout le but, Mmh. mais on va Bien dire des sûr. vérités c'est pour Mmh. ça que c'est que des anciens militaires, aucun qui est lié par l'armée Mmh. Ils et sont pour libres, du coup, exactement, aujourd'hui? de dire ce qu'ils veulent D'accord. Mmh. et pour la le côté transparent des dons, effectivement, on a créé une association dans ce cadre-là. D'accord. Ça, c'est Ouais. vrai, c'est important de le dire Oui, parce c'est un que, projet vraiment qui a à but son cadre, associatif, son donc on n'est cadre. pas là pour faire de l'argent Ouais. et on doit aussi montrer patte blanche à travers les relevés ou, les rapports de compte que Mmh. tu dois faire une fois par an sur l'utilisation, Des fonds, des bien sûr. fonds. OK. Exactement, c'est pour ça que le projet, il se fait, tant mieux, il se fait pas, soit il est reporté ou soit l'argent, si on l'a, ben, on le redistribuera à d'autres associations qui défendent la même cause. C'est-à-dire que nous, on ne garde pas Mmh. l'argent, c'est pas Mmh. mon objectif que de remplir les caisses, au contraire, de lever de vide. D'accord, OK. Et du coup, pour te contacter, ça se passe où? Ça se passe comment? Pour faire des dons directement? Je pourrais mettre un lien peut-être en dessous de cette vidéo s'il y en a un. Oui, on peut me retrouver sur ma page d'une Facebook où il y a les différents liens, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn. Je peux envoyer un dossier pour ceux qui le souhaitent D'accord. donc on peut me joindre soit à mon numéro, soit sur Facebook, en tapant mon nom et prénom, Aziz Taouzari. Ouais. Et puis voilà, après tous les dons sont les bienvenus de 1 € à 100 000 €. Oui, c'est ça, hein, peu importe la somme, en fait, ça Exactement. compte, ça compte. OK, génial. Waouh! Bah, je pense que on a fait un sacré chemin, un sacré parcours, un sacré voyage, une sacrée aventure ensemble aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, et ce partage surtout t'aura ému, t'aura touché. Moi, je suis très touchée par l'engagement, par la vision, par, le côté vraiment, je trouve, comment dire? Bon, authentique, c'est évident, mais, hors norme, quoi. C'est-à-dire que aussi, se dire que, quel que soit le lieu où on est, parce que souvent on se dit: «Mais attends, les militaires, jamais, ils» tu vois? Ça dans ta tête, tu te dis pas: «Les militaires, ils sont en chaussettes, quoi». Enfin, tu vois? Par exemple, dans les bureaux, enfin, tu vois? Tout un des petits détails comme ça, et qu'en fait, bah, si, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a dans ta façon de voir les choses et de se dire: «Mais en fait, on peut, en fait, tout est possible, quoi», Mmh. finalement. Bien sûr. Il y a juste pour finir quand même l'anecdote où tu as quand même failli passer dans ton kayak. Il y a une vidéo, sur ta chaîne YouTube, hein, Ouais, où en fait on voit Aziz, mais moi j'ai cru qu'il allait mourir, mais tu as failli crever quand même ce jour-là, oui, on peut le hein? dire. Alors c'était où? Juste pour finir, hein, c'était une aventure de fou. C'était, Quand tu es parti, au Maroc, ouais, l'été dernier. Mon vé le dernier périple. Exactement, j'ai atterri, j'ai dû prendre l'avion de Malaga pour aller à Tanger, parce qu'il y avait une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc qui fait qu'il y avait pas de bateau. Mmh. Mon vélo a pris un star, dans la soute, donc du coup, pour continuer mon aventure, je retrouve mon père qui était en vacances à Casablanca pour acheter un kayak, parce que ça m'est venu en prenant le train. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais continuer en kayak», je sais pas pourquoi. Une mauvaise idée. À l'arrache puis je prends mon petit kayak gonflable Ah de oui? chez Decathlon il y avait une zone que j'avais pas repérée, je me suis retrouvé coincé. Bah, en fait, je suis arrivé sur des rapides, très Mais rapides. oui. Mon kayak est coincé parce que le passage était trop étroit et en fait, je me suis retrouvé accroché à mon kayak, sous des rapides, à faire le yo-yo entre, sous la surface, au-dessus de Ouais, la surface. ouais, ouais. Impossible de m'agripper sur des parois sur le côté parce qu'elles étaient trop hautes et à la fois glissantes et je me suis dit: «Bah, en fait, je vais mourir bêtement ici». Avec un kayak Ah, j'étais là en gonflable. train de pleurer en disant: «Putain, je vais pas mourir ici». En fait, on s'attend pas, personne s'attend à l'endroit où on va mourir, donc ça peut arriver n'importe quand, mais on n'est jamais prêt. C'est Là, sûr. clairement, j'étais pas prêt. Je me suis dit: «Non, je vais pas mourir maintenant». Puis au bout d'une demi-heure, je sais pas par quel hasard ou, je m'en suis dépatouillé. J'ai réussi à passer sous le kayak, je ne sais comment puis du coup, j'ai pu sortir de l'eau. Il m'a fallu une Oh. demi-heure, pour retrouver mes esprits, puis continuer.
au bout d'une demi-heure quand même où tu as bataillé dur, quoi. Ouais, j'ai Mais bataillé heureusement que tu as dur. quand même une sacrée carrure pour te sortir de ça parce que... Ouais, parce que j'avais pas de gilet, j'avais pas de casque, et donc si je lâchais tout, c'était un coup à se fracasser le crâne contre les rochers, et puis de finir sous l'eau complètement. Non, mais pourquoi mettre un casque? Ouais, c'est après, effectivement, prenez un casque, prenez un gilet. Si vous voulez voir tout ce qu'il faut pas faire en kayak, allez voir ma chaîne Allez voir YouTube. cette vidéo. Moi, je me souviens, je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Après, en fait, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, bah, si je vois la vidéo, c'est que ça se termine bien. Bah oui. Non, non, c'est des frayeurs, mais en même temps, je Oh suis quand mon même Dieu. très. Je préfère encore mourir là-bas que de mourir une bière à la main en train de faire un infarctus devant un match de foot, tu vois, quitte à choisir. C'est une belle mort. Ouais, bah, franchement, je préfère mourir de ma passion que de mourir bêtement sur un truc, j'en sais rien. T'as plein de commandos qui ont fait des trucs Hmm, de fou à l'étranger qui sont renversés par une voiture, t'es mort de con, quoi. tu préfères mourir sur scène comme un... Voilà. Bah, ce sera le mot de la Exactement. fin. Merci Bah, merci, infiniment. Karina. Merci beaucoup, Aziz. C'était Merci pour ton invitation. avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager vraiment cette vidéo pour moi. Elle me tient beaucoup à cœur si on peut soutenir ce projet pour qu'au mois de mai 2023, eh bien, l'aventure continue. Et voilà, il reste pas beaucoup d'argent, c'est pas grand-chose, 65 000 euros, franchement. Hein, Ça détaille. quand on a vu la caillasse qui est tombée de là par miracle pendant notre Covid, franchement, c'est possible. Mm. Largement, largement. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Salut. Et